Bonjour Michel Barnier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de LCI. Vous êtes candidat à la présidentielle, partisan de la primaire chez LR pour départager les différents candidats. On va en parler. Vous avez, comme on dit familièrement, un CV long comme le bras. Votre fonction la plus récente, commissaire européen, c'est négociateur du Brexit. Vous y avez consacré un livre, d'ailleurs, récemment, qui raconte cette épopée. C'est pas atteindre à votre honneur de dire que votre taux de notoriété, Michel Barnier, n'est pas proportionnel à votre expérience politique. Est-ce que c'est rattrapable? Parce que quand on veut être élu par les Français, il faut qu'ils vous connaissent. Absolument, mais c'est assez bien, peut-être même étonnant d'être avec l'expérience qui est la mienne et peut-être l'âge, que je n'ai pas besoin de rappeler quelqu'un de neuf. Je pense que les Français ont besoin d'un président expérimenté, qui les respecte. J'ai dit respecter les Français, faire respecter la France, y compris chez nous, dans notre République. Et donc je pense que l'expérience, la manière de travailler, de mettre les gens ensemble, c'est quelque chose qui comptera autant que l'âge, peut-être avec l'âge d'ailleurs. L'expérience, personne ne vous la conteste. La notoriété, il y a encore Mais à quoi sert, Elisabeth Partichou, une campagne électorale? J'en ai fait beaucoup dans ma vie, depuis la Savoie jusqu'aux élections européennes. Je pense qu'une campagne, c'est une rencontre, c'est une occasion de débattre, de se faire connaître, de se faire d'ailleurs mieux connaître. Comptez sur moi, je suis absolument déterminé. Et vous le verrez, une détermination de montagnard. Alors, Marseille. Marseille, un peu plus au sud que la Savoie. Emmanuel Macron y consacre une visite de 3 jours. Marseille et ses cités, ses ghettos, son trafic de drogue intense, voire international, sa pauvreté, son communautarisme. On ne parle que des problèmes, évidemment. Il y a autre chose à Marseille, mais ce ne sont pas des petits sujets. Vous êtes président. Imaginons, Michel Barnier, en évitant les incantations. Oui, vous pouvez l'imaginer. Qu'est-ce que vous faites pour Marseille ? D'abord, je n'ai pas l'intention de passer mon temps à commenter l'agenda de campagne du président sortant. Non, je vous pose une question pratique, là. Exercice pratique de président. J'ai besoin possible. qu'on traite les problèmes sérieux. Je le redisais l'autre jour, Elisabeth Partichou, une déclaration de M. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur du président actuel, qui dit, quand il quitte ses fonctions en octobre 2018, c'est la loi du plus fort qui s'impose dans de nombreux quartiers, celle des narcotrafiquants, des islamistes radicaux, qui a pris la place de la République, Aujourd'hui, nous vivons côte à côte. Demain, je crains que nous vivions face à face. Nous sommes en octobre 2018. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ça, c'était l'époque, oui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? 3 ministres de l'Intérieur en 4 ans, beaucoup d'atermoiements, d'hésitations, de postures, de discours. C'est bien que le président aille à Marseille. J'espère qu'il dira des choses utiles. Mais il est temps, parce que la situation dans beaucoup de quartiers, à Marseille, je pense aussi à la Seine-Saint-Denis. Le président sortant disait il y a quelque temps qu'il rêvait de voir la Silicon Valley ou la Californie en Seine-Saint-Denis. Dans beaucoup de quartiers, c'est davantage le Bronx que la Californie. Et c'est pas seulement, le vrai problème, c'est que c'est pas seulement dans certains quartiers dont on parle, Marseille ou la région parisienne, c'est partout en France, le sentiment d'insécurité. Donc il faut changer de braquet. Et que dès le début du prochain quinquennat, on sente une volonté de prendre en main et la justice et la police et de soutenir nos policiers qui sont attaqués et de rétablir... Comment fait-on, Michel Barnier? Pardon, Benoît Payan, le maire de Marseille, qui a succédé à Mme Rubirola, mais surtout à Jean-Claude Gaudin, le maire LR, qui a présidé cette ville pendant longtemps et qui laisse une ville en difficulté. Il a affirmé que le trafic de drogue à Marseille, c'est pas juste une affaire de minots, de jeunes avec 2 barrettes de shit dans la poche, mais des trafics internationaux, de la mafia, des cartels. Qu'est-ce qu'on fait? Parquet spécifique national anti-drogue, comme il existe un parquet antiterroriste. Il faut une réponse pénale brutale et claire et nette dès le premier délit. Il faut renforcer les moyens de la police et de la gendarmerie, faire respecter ceux qui exercent l'autorité. Je pense aussi aux professeurs ou aux élus. Donc il y a une réponse... Quand je parle d'atermoiement ou d'hésitation du pouvoir sortant depuis 4 ans, souvenez-vous du plan qu'avait proposé Jean-Louis Borloo. Oui. C'était un plan global, intelligent, qui faisait appel à tous les outils dont on dispose. Pas seulement la répression ou la sécurité ou la justice, mais aussi l'éducation, la rénovation. Ça, c'est un ratage ou une occasion ratée? Oui, mais c'est un symbole. C'est la preuve de ces atermoiements et du fait que le pouvoir actuel n'a pas pris la mesure de l'insécurité dans le pays. Et pour moi, c'est le principal échec de ce quinquennat. C'est un défaut de clairvoyance, c'est un défaut de lucidité. Oui, on pourrait même rappeler le discours à Marseille du candidat qui est actuellement M. Macron, parlant des communautarismes, des communautés. Il y a une seule communauté nationale,
Il y a une seule communauté, et tous ceux qui sont dans cette communauté, quelle que soit leur origine ou leur culture, leur religion, doivent respecter les lois de la République. À l'époque, il avait fait une faute, à votre avis, en parlant, justement, en donnant l'impression qu'il y avait plusieurs communautés. C'est à cela que vous faites allusion? Je fais allusion au fait qu'il y a une seule communauté nationale, celle des Français, de ceux qui vivent sur notre territoire, qui doivent respecter les lois de la République. Alors, Gérald Darmanin, un de ses ministres de l'Intérieur, actuellement en poste place Beauvau, a déclaré que la lutte contre la drogue était la mère de toutes les batailles. Il en fait sa priorité, il le dit, il le répète, il a raison. Bien sûr qu'il a raison, mais il est temps, c'est son boulot. Qu'attend-on pour créer ce parquet anti-drogue et donner les moyens et à la justice, à la police, à la gendarmerie de faire leur travail. Donc un parquet national anti-drogue. Oui, et pas seulement. Comme il y a un parquet national financier, il faudrait un parquet national anti-drogue. Antiterroriste. Je pense que la question de la sécurité, d'ailleurs, permettez-moi de le dire, c'est pas seulement Marseille. C'est bien que le président aille passer 3 jours à quelques mois de l'élection présidentielle à Marseille. C'est bien, il dira des choses sans doute utiles. Je le souhaite pour cette région et cette ville. Mais il n'y a pas que Marseille. Cette insécurité, elle est ressentie, vécue, mal vécue par tous les Français. Je puis vous le dire, je viens de faire une dizaine de visites longues, moi aussi pendant 2 jours chaque semaine, dans une dizaine de régions, et on sent partout ce sentiment d'insécurité. La dépénalisation. Il n'est pas question. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas aussi l'échec de la prohibition, Michel Barnier? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est un échec quand même. Oui, c'est un échec dans l'application des textes, mais on ne va pas libéraliser et généraliser l'usage du cannabis, parce qu'on sait très bien que derrière ces petits trafics du quotidien, il y a des réseaux beaucoup plus dangereux et criminels. Donc je ne crois pas qu'on doive être faible. Il faut avoir une main ferme, une main humaine, et pour ça que je dis avec beaucoup de force le sentiment de regret que j'ai eu, ou d'un coup manqué, je veux dire, d'une occasion manquée, lorsque Jean-Louis Borloo, qui sait de quoi il parle, qui avait fait ses preuves, a proposé ce plan global pour la ville. Vous lui parlez? Il pourrait être un de vos ministres, Jean-Louis Borloo? Ce serait intéressant de l'avoir dans votre équipe. Mais le moment n'est pas celui-là. On ne va pas se mettre à distribuer des postes. Il faut mettre les choses dans l'ordre. C'est important de savoir avec qui vous voulez travailler, Michel Barnier. Si je le cite à 2 reprises, et peut-être même à 3 reprises, c'est que c'est quelqu'un qui compte pour moi, comme d'autres qui sont aujourd'hui candidats à la candidature ou d'autres qui ne le sont pas. On aura besoin de toutes les forces. Le paradoxe de ma famille politique au sens large, ma famille qui a toujours été la mienne, celle des Républicains, mais aussi le centre avec lequel nous travaillons et auquel appartient Jean-Louis Borloo, c'est qu'on a beaucoup de talents, beaucoup de gens compétents, d'expérience, il en fait partie, il y en a d'autres. On aura besoin de tout le monde. J'aurai besoin de tout le monde. Alors vous me tendez la perche, parce que le paradoxe de votre famille, c'est de dire qu'elle a un espace. Les élections régionales l'ont montré. Pas seulement nous qui le disons, ce sont les électeurs qui le disent. Les électeurs l'ont dit. Mais alors quel spectacle votre famille offre-t-elle là aux militants qui doivent un peu se désespérer de vous voir concentrés sur des questions d'appareil, de désignation? Il y a des déclarations tous les jours. Je suis pour la primaire, je suis contre la primaire. C'est pour ça que quand vous m'invitez, Elisabeth Partichou, moi je préfère parler de l'insécurité, de l'immigration, si vous le voulez bien, de l'emploi, du rôle de la France. On va quand même un peu parler de la primaire, vous êtes d'accord? Je veux bien parler de la primaire, puisque vous m'interrogez et que c'est la règle du jeu. Mais moi je préfère qu'on parle aux Français de leurs problèmes et des solutions qu'on apporte pour qu'on se parler entre nous. Mais vous voulez Cela dit, vous dites les militants, c'est très important. Je les ai rencontrés encore à La Baule, je les verrai avec les jeunes REP qui font un boulot formidable. Les jeunes républicains. Oui, non, mais tout le monde n'a pas votre jargon. Voilà. Les jeunes républicains, les jeunes du mouvement. Je répète qu'ils font un boulot formidable. Ces militants, ils veulent être respectés. On ne va pas leur voler leur choix. Donc j'ai toujours appartenu à cette famille, je ne l'ai jamais quittée. Je pense que la loyauté, la fidélité, c'est très important pour ces militants. Et si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord entre ceux qui ont candidat aujourd'hui pour exprimer les valeurs de cette famille et le projet que nous présentons, que les Français ont placé au cœur de leur attente, si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, il y aura des partages, un vote plus large. Et c'est très bien, c'est un débat. Vous auriez tort de dramatiser. Nous nous respectons, nous nous entendons bien. Il se trouve qu'on va devoir travailler tous ensemble. De toute façon. Bon, d'accord. D'accord. Vous êtes l'incarnation du rassemblement. Vous avez. Je ne vous le fais pas dire. Voilà. C'est ce que vous dites. Je vous le répète. Mais il y a un X. C'est que le président de votre parti ne veut pas de primaire. Il ne veut pas de primaire. Alors quand le président d'un parti censé organiser une primaire n'est pas d'accord,
il y a un petit souci. Le président du parti, il a aussi à regarder les statuts du parti qu'il dirige. Et dans les statuts, il est question d'une primaire. Si on n'a pas d'autre solution, c'est ça qui a été dit et par Gérard Larcher et par lui. Donc on ne va pas passer la journée là-dessus. Je dis que les militants doivent être respectés, qu'ils le seront. On leur doit ce respect, cette loyauté. Et moi, je suis aussi l'un des garants de cette loyauté. Donc vous dites une primaire, et si on ne peut pas organiser une primaire, une solution de départage, la formule de Gérard Larcher. Oui, mais la primaire, c'est ça que ça veut dire. La primaire, c'est ça que ça veut dire. La primaire, c'est que si on ne se met pas d'accord entre nous autour d'une table pour faire une équipe et choisir un chef d'équipe ensemble, on ira à un vote plus large et c'est pas dramatique. C'est un débat. L'important, c'est qu'on se respecte. Et moi, je ne participerai pas à des polémiques ou à des divisions. D'accord. Donc vous jugeriez irrespectueux. Je dis simplement que tous ceux qui veulent le soutien de départage. Je dis que tous ceux qui veulent le soutien de cette famille, le soutien de ces militants auxquels je rends hommage, doivent respecter les règles. C'est une question de loyauté. Mais quand même. Vous l'avez dit, répété, il faut cette primaire, c'est une question de respect des militants. Mais enfin, s'il n'y avait pas de primaire, Michel Barnier, il faut tout envisager. Vous avez dû le faire dans votre carrière 1000 fois. Vous irez quand même? Mais je suis déterminé. Mais vous irez quand même? Je vous dis que je suis déterminé et je suis déterminé à respecter. Talleyrand disait, il n'y a qu'une seule façon de dire oui, c'est oui. Est-ce que vous irez quand même? Mais je viens de vous dire que j'irai quand même, mais avec le soutien de ma famille politique. C'est pour ça que vous avez tort, dans une construction un peu journalistique, de dire qu'il n'y aura pas de primaire. Il y aura une règle du jeu. Il y aura une règle du jeu dans cette famille qui ne peut pas ne pas être à la hauteur de l'attente des Français, de la responsabilité collective qui est la nôtre. Nous sommes le parti qui a le plus de militants, celui qui a le plus d'élus locaux, celui qui a le plus de personnalités capables de digérer ce pays et un projet qui correspond à ce qu'attendent les Français. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On doit être à hauteur de l'attente des Français. Et donc, il y aura une règle du jeu. Il y aura donc un candidat. Il y aura donc un candidat. Il y aura un seul candidat. Il y aura un candidat LR. Il y aura un candidat qui portera les valeurs de notre famille. Mais il restera Xavier Bertrand qui fait sa campagne et qui dit, comme vous, j'irai jusqu'au bout. Donc, la question n'est pas réglée. Il y aura deux candidats pour une chance de gagner. On parle des problèmes des Français, de ma méthode, de ce que je propose pour l'immigration. Peut-être, mais on a envie d'y voir clair aussi. Vous y voyez clair. Je vous dis simplement qu'il y a un parti politique, et je fais partie de cette famille, qui va établir des règles du jeu. Nous avons un congrès à la fin du mois de septembre. Et tous ceux qui veulent le soutien de cette famille, y compris Xavier Bertrand, doivent se comprendre, j'espère qu'il est encore temps, de venir respecter cette règle du jeu. C'est aussi simple que ça. Alors, Valérie Pécresse a fait une proposition en termes économiques le week-end dernier, une augmentation de 10% des salaires dans le privé. Est-ce que vous la suivez sur ce type de mesures économiques, avec évidemment une baisse des charges? Il en reste un peu, des charges sur le SMIC. Elle veut les éradiquer. Mais Valérie Pécresse dit des choses utiles. Et encore une fois, elle a sa place dans cette équipe de France et une place importante. Je pense en effet qu'il y a deux choses à faire sur l'emploi pour faire repartir l'économie de ce pays durablement au-delà de la conjoncture de sortie de la crise du Covid. C'est d'abaisser les charges, comme l'a proposé Mme Pécresse, sur les bas salaires. Je parle au-delà du SMIC, les salaires intermédiaires de 1,5 à 2,6 montant du SMIC. Donc faire que le travail paye mieux, notamment celui des salaires intermédiaires. Et puis il faut aussi créer une différence entre ceux qui touchent des aides sociales au maximum et le premier salaire. On doit encourager le mérite et le travail. Donc vous êtes plutôt d'accord pour une baisse des charges? Enfin, c'est un terme récurrent à droite. Et je souhaite aussi qu'on rétablisse les mesures que Nicolas Sarkozy avait mises en place sur les heures supplémentaires. Et qui ont Travailler plus pour gagner plus? Oui, mais c'était une mesure extrêmement importante. Et quand Hollande l'a supprimée, on a vu la différence dans le pouvoir d'achat des Français. Ce sont des mesures coûteuses. 10% des salaires, par exemple, ça coûte 25 milliards, à hauteur de 2,5 fois le SMIC, comme l'a proposé Valérie Pécresse. Les heures supplémentaires, ça a coûté très cher. Oui, mais ça a donné du pouvoir d'achat. Comment vous faites? On le fait en créant la croissance, car dans toutes ces mesures, il y a davantage de travail, de possibilités pour les petites entreprises, les grandes, les moyennes. Il y a dans ce pays une formidable capacité de travail, d'initiative, d'emploi, d'exportation. Et le fait que les gens soient mieux récompensés et mieux rémunérés pour travailler permet de faire repartir l'économie et de trouver de la croissance qui paye une partie de ces dépenses. L'autre partie, ce sera dans l'économie, nous en reparlerons dans la campagne, notamment pour lutter contre les fraudes, toutes les fraudes sociales. Pas de hausse d'impôts? Non, il n'y en a pas question. Xavier Bertrand veut imposer un minimum d'impôts pour tous les Français, symbolique. On rappelle qu'un Français sur deux ne paye pas l'impôt sur le revenu. Chaque Français doit payer une partie de l'impôt, c'est une question civique, mais je ne crois pas que le temps soit venu d'augmenter des impôts. C'est pas ça qu'attendent les Français de nous. Est-ce que vous faites des économies Oui, par exemple sur la fraude sociale.
par exemple sur la fraude sociale. Il y a plusieurs, de très on nombreux milliards. Depuis des années, des années. Par exemple, on n'en si nous pas. Prenons une mesure telle que je l'ai proposée dans le cadre de ma proposition sur l'immigration, mais qui vaut plus largement, si l'on remplace toutes les cartes vitales pour mettre des cartes biométriques, vous verrez que l'on fera des économies. Voilà. Réunion des partenaires sociaux demain à Matignon, sous la présidence de Jean Castex. Est-ce que le gouvernement a raison d'imposer, d'appliquer, de mettre en œuvre la réforme de l'assurance chômage au 1er octobre ? Oui, c'est une mesure qui va dans le bon sens, puisque je vous ai moi-même parlé avant votre question d'encourager le mérite, le travail, le retour au travail. Et donc, cette loi va dans la bonne direction. Maintenant, je trouve que ce gouvernement a été, pendant 4 ans, dans une gestion très solitaire, parfois arrogante, qu'on n'a pas su faire confiance aux partenaires sociaux, qu'on n'a pas su faire confiance aux élus locaux. Regardez la crise du Covid. Je voudrais que dans ce pays, et c'est l'objectif de la présidence que j'assumerai pendant 5 ans, c'est une gestion plus collective. Respecter les Français, ça veut dire travailler avec... Et rien n'oblige dans la Ve République le président à agir seul et à décider de tout dans le détail. Rien. À d'autres époques, y compris sous De Gaulle, la gestion était plus collective. Oui, c'est une question de caractère, de comportement, de conception de l'organisation de l'État qui fait qu'Emmanuel Macron, dites-vous, gouverne seul et de façon très verticale. Il ne sait pas faire confiance. Je dis par exemple que ce pays, s'il est plus décentralisé, et il a déjà été décentralisé, mais pas suffisamment, si on fait davantage confiance aux communes, aux régions, aux départements, ce pays sera plus fort. Vous savez faire confiance, vous ? Oui, je sais faire confiance. Je l'ai monté tout au long de ma vie, et depuis les Jeux Olympiques en Savoie jusqu'au Brexit. J'ai appris une chose, notamment pendant les 4 dernières années à Bruxelles, c'est que l'unité, qui est si importante pour notre République, elle demande du respect et du temps. Oui, mais il vous reste 8 mois pour convaincre. Oui, c'est très peu. Et encore, quand j'ai 8 mois, ça dépend du résultat de la primaire. Vous respecterez la règle. Si vous n'étiez pas désigné, vous soutiendrez sans aucun état d'âme et sans aucune réserve. Et ceux qui ne seraient pas désignés me soutiendront si je le suis. Bien sûr, bien sûr. Mais je viens de vous dire, respecter la règle. Je ne peux pas vous le dire. On a déjà vu dans je peux bien le dire dans tous les sens que vous voulez, mais je respecterai la règle de cette famille politique qui a toujours été la mienne. Et les 8 mois qui viennent sont des 8 mois passionnants. J'aime beaucoup les campagnes, j'aime beaucoup les Français, j'aime beaucoup les gens. Je crois qu'on ne peut pas faire de la politique si on n'aime pas les gens. Donc je vais aller à la rencontre et puis corriger le défaut de notoriété que vous avez signalé au début tout à l'heure. Bah oui, il existe. Comptez sur moi. Vous avez du boulot. Dernière chose, vous avez été ministre, vous avez eu beaucoup de fonctions. Vous pourriez être ministre d'Emmanuel Macron ? Mais il n'est pas du tout... C'est marrant, cette question. Mais regardez, Hubert Falco, il s'est rallié, maire de Toulon. Je vous remercie de ces comparaisons. Moi, je suis candidat pour être président de la République. Et c'est ça qui est la motivation de mon engagement. C'est pas sympa pour Hubert Falco, ce que vous venez de dire. Je vous remercie de cette comparaison. Non, je veux dire, Hubert Falco n'est pas candidat à la présidence de la République à ma connaissance. Donc je vous dis que je suis candidat à la présidence de la République. C'est ça l'objectif, c'est ça ma détermination. Et vous pouvez compter sur cette détermination. Vous resterez concentré. Merci beaucoup, Michel Barnier, d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI. Dans un instant, bien sûr, Guillaume Roger-Cap pour le temps. Il va faire beau. Vous voyez qu'il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui. Bonne journée.